Bonjour et bienvenue au Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Je m'appelle Jonathan Paquin, je suis professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval à Québec et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde étudiante. Alors, l'objectif de ce panel, c'est de promouvoir la relève étudiante sur les enjeux de sécurité internationale et de faire connaître les travaux de jeunes talents. Donc, je suis très fier d'animer ce panel. Je vous présente tout de suite nos 4 conférenciers. D'abord, M. Guillaume Bouliane, qui est candidat à la maîtrise en études internationales à l'Université Laval. M. Bouliane nous parlera de l'armement de l'espace. Mme Pauline Pic suivra. Elle est candidate au doctorat au département de géographie de l'Université Laval et elle nous parlera de la manière dont on peut envisager la sécurité dans l'Arctique aujourd'hui en 2021. Madame Julie Arme, pour sa part, qui vient de compléter une maîtrise en études internationales à l'Université de Montréal, nous parlera du projet GAP de la Turquie sur l'aménagement des ressources hydriques. Et puis enfin, Madame Sophie Marino, qui est candidate au doctorat en histoire des relations internationales à l'Université catholique de Louvain, parlera de désinformation, des trolls, des bots russes, et elle nous dira essentiellement ce que ça veut dire pour les enjeux de sécurité internationale. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à M. Guillaume Bouliane pour sa présentation. À vous la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Donc, oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment plaisant de pouvoir partager le résultat de nos travaux de recherche. Ça fait changement de les mettre dans une boîte de dépôt puis de les faire prendre de la poussière sur nos disques durs d'ordinateur. Donc, vraiment, merci beaucoup au Forum Saint-Laurent pour l'opportunité. Je dois dire avant de commencer que la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est l'adaptation d'un travail que j'ai fait dans un séminaire sur la sécurité internationale au cours de la session d'hiver 2021. Avant cette session, je ne connaissais pas vraiment le sujet de l'armement de l'espace, mis à part ce que j'avais vu dans les films de science-fiction. Mais j'ai découvert vraiment un sujet qui est vraiment très intéressant en plein foisonnement. Là, au cours des dernières années, on a vu par exemple la création d'une force spatiale américaine. On a vu Trump qui veut dominer l'espace. Encore tout dernièrement, dans un rapport des forces armées américaines qui disent que l'espace, ça reste un domaine stratégique. Donc, je pense que c'est un sujet qui mérite notre attention. Et si j'ai la permission de mes directeurs de faculté, ce sera un sujet que j'aimerais continuer d'explorer pour mon essai de maîtrise. Donc voilà, ma présentation est divisée en 3 grandes sections. Le contexte, d'abord historique et juridique, qui va faire vraiment état de la situation d'armement dans l'espace, qui va présenter en quoi c'est un enjeu de sécurité internationale. Ensuite, les conséquences potentielles qui pourraient en découler. Et finalement, la conclusion va présenter quelques pistes de solutions. Donc, au niveau du contexte, plus particulièrement historique, il faut savoir qu'au début de l'exploration spatiale, l'espace était vu comme un sanctuaire. On voulait l'utiliser à des fins essentiellement pacifiques et pour la recherche scientifique. Justement, les États-Unis ont déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies en 1957 vouloir que l'espace soit un endroit seulement pacifique. Mais bon, comme on dit en bon français, les bottines n'ont pas suivi les babines parce qu'avant même leur déclaration en 1957, les États-Unis étaient déjà en train de préparer des satellites utilisés par les forces armées. Puis on a vu dès le début des années 1960 une militarisation de l'espace. Je parle de militarisation plutôt passive ici, parce que l'espace n'était pas utilisé pour faire la guerre. Il n'y avait pas vraiment d'armes dans l'espace, mais on servait des satellites en orbite pour supporter les opérations sur Terre. Donc, une militarisation passive. Et ça a été rendu possible, entre autres, grâce aux satellites à double usage. Un satellite à double usage, c'est un satellite qu'on peut utiliser autant par des civils que par les forces armées. Je pense par exemple au GPS ou au système de télécommunication, par exemple. Et ça a eu deux grands impacts. D'abord, c'est rendu presque impossible actuellement de démilitariser l'espace. Les derniers chiffres que j'ai vus, qui datent de 2017, nous disaient qu'on avait 1300 satellites en orbite et que sur les 1300, 3/4 étaient utilisés par les forces armées. Donc vraiment, ça devient impensable de démilitariser complètement l'espace. Et la deuxième conséquence qui découle des satellites à double usage, c'est la multiplication des actifs spatiaux.
parce que, en fait, le fait qu'un satellite puisse être utilisé pour la recherche scientifique à des fins commerciales par l'armée, ça a vraiment réduit le coût marginal d'envoi d'un satellite dans l'espace, puis on a vu une multiplication. Et ça, ça fait en sorte que les États sont devenus de plus en plus dépendants à leurs actifs spatiaux. Et quand on parle de dépendance, on peut également parler de vulnérabilité. Puis parlant de vulnérabilité, en 2001, il y a une commission américaine, la commission de Rumsfeld, qui a d'ailleurs dit que les États-Unis craignaient un Pearl Harbor de l'espace. Donc, c'est pas peu dire. Maintenant, si on regarde le cadre juridique, il est assez déficient quand on parle d'armement de l'espace. Il existe des traités qui vont régir les activités dans l'espace, qui sont nés sous l'égide de l'ONU. Il y en a 5 en tout. Et le plus pertinent, quand vient le moment de parler de militarisation et d'armement, ça reste le traité de l'espace de 1967. D'abord, dans ce traité-là, dans le préambule, ils vont parler de fins pacifiques, une utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Mais bon, comme ça fait partie du préambule, ça n'a pas force obligatoire. La notion de fin pacifique n'a jamais vraiment été définie non plus. Puis il y a plusieurs chercheurs qui disent que le concept a tellement été élargi qu'il est maintenant rendu désuet. Ensuite, on a l'article 4, toujours du traité de l'espace, qui va nous dire dans le paragraphe 1 que les armes nucléaires et les armes de destruction massive sont interdites. Puis ça, c'est autant sur les corps célestes qu'entre les corps célestes en orbite autour de la Terre également. Puis ensuite, on a le paragraphe 2 de l'article 4 qui va nous dire que les corps célestes ne peuvent pas être utilisés à des fins militaires. Donc, on comprend qu'on ne pourrait pas créer une base militaire sur la Lune, sur Mars ou sur un astéroïde, par exemple. Mais c'est pas mal tout. Ça laisse quand même une bonne marge de manœuvre aux États qui pourraient placer des armes conventionnelles entre les corps célestes, par exemple. Malgré tout, l'article 3 du traité de l'espace va nous dire que le droit international s'applique dans l'espace. Et ça l'ouvre la porte au droit international humanitaire. Puis plus particulièrement du premier protocole des conventions de Genève. Dans le premier protocole, on résume les piliers importants du droit international humanitaire, la nécessité, proportionnalité et distinction. Puis on a aussi l'article 55 qui va prohiber des armes qui causent des trop gros dommages à l'environnement. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? On a un traité qui va baliser un peu l'utilisation des armes dans l'espace, qui va baliser le type d'armes qu'on peut utiliser, les cibles qu'on peut viser, mais qui ne va pas se prononcer sur l'armement ou la militarisation en soi. Et justement, étant donné qu'il y a plusieurs lacunes, il y a plusieurs tentatives qui ont été tentées pour essayer de réguler un petit peu mieux l'armement et la militarisation de l'espace. On a le professeur Ram Jaku du McGill Institute of Air and Space Law qui a dénombré 7 tentatives, parmi lesquelles il y a eu des tentatives de traités internationaux, mais aussi des codes de conduite non obligatoires. Et sur les 7, il n'y en a aucune qui a réussi à aboutir. Donc, on voit que les États n'ont pas tellement l'intention de se lier les mains à l'international quand il s'agit d'armement ou de militarisation. Donc ça nous amène à un constat, c'est que les États sont vulnérables par rapport à leurs actifs spatiaux et le droit international est incapable de garantir une certaine sécurité dans l'espace. Et ça amène les États à vouloir défendre leurs actifs et pour plusieurs, la meilleure façon de se défendre, ça reste l'armement. Maintenant, à savoir si l'espace est armé aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont vous dire que non, certains chercheurs, certains États qui vont dire que non, mais ils ont une vision souvent qui est assez étroite du concept d'un arme spatiale. Une définition académique plus acceptée d'une arme spatiale, ce serait un dispositif conçu pour attaquer des cibles artificielles dans l'espace extra-atmosphérique ou dans l'environnement terrestre en lien avec l'espace. Donc, c'est une définition qui est assez large. Et si on en croit cette définition, l'espace actuellement est armé. On a vu des armes antisatellites qui sont opérationnelles. La Chine, la Russie, l'Inde et les États-Unis ont démontré le fonctionnement d'armes antisatellites. Mais il y a également d'autres types d'armes qui sont en développement ou qui existent. La photo du bas montre un brouilleur d'ondes qui ne va pas causer des dommages physiques aux satellites, mais qui va nuire à leur fonctionnement. Puis il y a également d'autres prototypes qui se font en secret. Et ça, c'est la photo de droite, c'est le prototype X-37B des États-Unis. Donc, l'espace est effectivement armé et c'est une tendance qui devient de plus en plus lourde.
Maintenant, au niveau des conséquences. Donc, si l'armement de l'espace est effectivement un problème de sécurité internationale, les conséquences potentielles qui en découlent, c'est ça qui fait en sorte que c'est un problème, à mon avis, important de sécurité internationale. D'abord, au niveau géopolitique. Je l'ai abordé, cette section-là, dans l'optique du dilemme de sécurité qui a été théorisé par les réalistes en relations internationales. Bon, ça reste bien sûr une théorie, une simplification, mais je pense que l'armement reste un cas école assez intéressant. Parce qu'on voit des États qui se sentent insécures et qui vont s'armer pour défendre leurs actifs, mais étant donné qu'on n'est pas capable de faire la différence entre une arme spatiale défensive et une arme spatiale offensive, eh bien, ça met de l'insécurité pour le reste de la communauté internationale qui veulent également s'armer. Et ça, bien, forcément, ça peut mener à une course à l'armement et ça peut avoir des conséquences. Ça amène un résultat qui est sous-optimal dans la communauté internationale. Je dis ça parce que ça pourrait, par exemple, miner les chances de coopération interétatique. Il n'y a pas eu de traité international qui régit l'espace depuis 1979. Donc, si en plus, il faut qu'on ajoute des armes spatiales dans la balance, ça risque encore plus de miner les chances de traité. Ensuite, bien, c'est pas viable économiquement, un dilemme de sécurité ou une course à l'armement. Les ressources monétaires, les ressources scientifiques et politiques qui sont demandées pourraient clairement être mieux investies ailleurs. Puis ensuite, il y en a qui vont dire que finalement, une course à l'armement, ça va créer plus d'instabilité qu'il y en avait au départ. C'est d'ailleurs démontré par la petite caricature que j'ai mis dans ma diapositive. Puis finalement, un des risques du dilemme de sécurité et de la course à l'armement, ça reste l'augmentation des possibilités de conflit ou d'attaque dans l'espace. Maintenant, conséquences sur les forces armées, je pense que c'est assez intéressant parce que les forces armées sont devenues de plus en plus dépendantes, elles aussi, aux satellites. Depuis 1960, les satellites servent à supporter les opérations militaires. Mais depuis l'opération Desert Storm dans les années 90, ça a vraiment consacré l'utilisation des satellites par les forces armées. En fait, là, j'ai mis une petite citation ici, hein, où deux colonels américains vont nous dire que le GPS, et c'est vrai de presque tous les satellites, ça n'a pas seulement changé la façon dont les forces américaines naviguent, mais également comment elles se battent. Donc vraiment, on voit que les satellites jouent un rôle important, autant au point de vue offensif que défensif. Si on pense au point de vue offensif, là, je vais donner un petit exemple ici. On a des drones ou des missiles qui nécessitent des communications par satellite ou le GPS. Une attaque sur un satellite au mauvais moment, ça pourrait être désastreux. La précision des attaques serait clairement minée. Puis pour vous donner un exemple, un délai de 1/100 de seconde sur un satellite GPS. Donc, 1/100 de seconde, c'est une marge d'erreur de 3048 km sur Terre. Donc, une défaillance aussi courte qu'elle puisse être, ça pourrait être vraiment très grave, mettre la vie de civils et de militaires en jeu. C'est également la même chose quand on utilise les satellites pour la défense. Ils peuvent servir, par exemple, à détecter les missiles, faire le suivi de troupes ennemies pour les communications. Donc, encore une fois, on se rend compte qu'une défaillance au niveau militaire, ça pourrait s'avérer catastrophique. Ensuite, sur la population, les satellites jouent un rôle vraiment important dans plusieurs activités de notre quotidien. Je pense à l'Internet, les télécommunications, la météo, gestion des catastrophes naturelles, GPS, chronométrage de précision pour des transactions financières, télédétection par satellite. Donc vraiment, on utilise les satellites à plusieurs sources aujourd'hui. Bon, c'est sûr que si on aurait une défaillance très courte sur un satellite, pour le commun des mortels, ça n'aurait pas un très gros impact. Moi, demain matin, si on perd le satellite pour 3 secondes, je devrais survivre. Mais ça ne serait peut-être pas nécessairement le cas pour tout le monde. Pensons aux passagers d'avions ou de paquebots. S'ils perdent leur navigation par satellite, s'ils perdent leur communication par satellite, ça pourrait les mettre en danger. À plus long terme, des défaillances sur les satellites, ça pourrait avoir aussi des impacts. Là, je pense par exemple à la télédétection, où la télédétection, ça permet de scruter la surface terrestre pour prévenir les catastrophes naturelles. Puis dès que les satellites voient qu'il pourrait y avoir une catastrophe naturelle, ça envoie un signal et là, on peut tout de suite se préparer à la mitigation de la catastrophe. Donc, si on n'a plus ces satellites de télédétection-là, on mine les efforts
de mitigation des catastrophes. Ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Et finalement, il faut dire aussi que les satellites jouent un rôle assez important pour d'autres enjeux de sécurité internationale. Ça peut suivre, prévenir, mitiger les changements climatiques, les ressources hydriques, par exemple, le suivi des migrations. Ça peut être utilisé pour plusieurs enjeux. Et si on a une défaillance au niveau des satellites à plus long terme, bien, ça va affecter indirectement beaucoup d'autres enjeux de sécurité internationale. Donc, finalement, le constat est le suivant. Il existe des armes spatiales, les satellites sont vulnérables et les conséquences potentielles pourraient être assez graves. Il y a plusieurs chercheurs, plus souvent de la théorie réaliste des relations internationales, qui vont dire que l'armement reste la meilleure solution pour défendre les actifs, mais il faut dire qu'il y a d'autres solutions également. Il y a certaines personnes qui proposent d'augmenter les capacités défensives des satellites, que ce soit par exemple en augmentant la redondance des systèmes au sein d'un même satellite. Donc, doubler par exemple les systèmes informatiques ou les systèmes électroniques au sein d'un satellite, ou leur donner une plus grande marge de manœuvre au niveau de leur mouvement. Donc, si les satellites sentent qu'il y a une attaque ou ils détectent une attaque ou s'ils sont victimes d'une attaque, ils pourraient possiblement se tasser un petit peu de leur orbite puis éviter le pire. Il y a une autre idée intéressante qui est la dissuasion par le nombre. En fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs satellites par un État qui vont servir à la même fonction. Donc, si on a un satellite qui est touché, les autres satellites qui servent à la même chose vont pouvoir pallier ce manque-là. Et finalement, l'attaque passerait quasiment dans le vide. Une autre idée, c'est de créer un mécanisme de surveillance pour l'utilisation des armes spatiales, un peu à la manière de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça avait déjà été proposé il y a une cinquantaine d'années au UN COPIUS, qui est l'organe qui crée des traités pour l'espace à l'ONU. Ça avait été refusé à l'époque par les États-Unis et la Russie, mais étant donné qu'on a un contexte qui est complètement différent, ce serait une possibilité encore à explorer aujourd'hui. Donc, il reste encore beaucoup de solutions, je pense, qui sont assez intéressantes. Malgré tout, je reste assez positif pour le futur de l'armement. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont, pour le futur de la mitigation de l'armement, je devrais dire. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dernièrement. Je pense par exemple au manuel Woomera de l'Université d'Adélaïde ou le guide Milamos de l'Université McGill qui vont encadrer les pratiques militaires dans l'espace. Ça ne reste pas du droit international, mais ça donne une bonne base pour en créer. Puis là, je vais terminer en citant Michael Gold, qui est un administrateur à la NASA, et qui nous avait dit lors d'une conférence que lui aussi reste assez positif et qu'il n'est pas trop tard pour faire de l'espace un endroit qui est plus proche de Star Trek que de Star Wars. Donc, je vais terminer sur ces paroles. Donc, merci beaucoup. J'attends impatiemment vos commentaires et vos questions. Merci, Guillaume Bouliane, pour votre présentation. Vous vous en êtes tenu aux 20 minutes qui vous étaient allouées, donc bravo. Vous venez d'établir le standard qui, j'espère, sera respecté jusqu'à la fin de l'exercice. La parole est maintenant à Mme Pauline Pic pour une présentation qui a pour titre « Envisager la sécurité dans la région arctique ». Parfait. Alors, bonjour à tous. Merci de me permettre de participer à ce panel étudiant. Je suis vraiment contente d'être ici. Donc, effectivement, moi, je suis étudiante au doctorat ici à l'université Laval et je travaille sur les dynamiques spatiales de la sécurité dans la région arctique. Et donc, je vais vous présenter cette présentation que j'ai intitulée « Envisager la sécurité arctique pour une lecture spatiale des dynamiques de sécurité internationale ». Alors, quand on s'intéresse à la sécurité internationale dans la région arctique, on a souvent des représentations qui apparaissent très déconnectées de la réalité. Ici, sur cette diapositive, j'ai fait une compilation de photos Google Images qu'on obtient quand on fait une recherche Arctic Security. Alors, ces images, elles reprennent un certain nombre de lieux communs. D'abord, évidemment, la glace. Ces images, elles nous disent beaucoup de comment est-ce qu'on se représente l'espace arctique, comme un espace gelé, comme un désert unifié, et puis un espace vide, non habité, alors que je rappelle qu'il y a quand même 4 millions de personnes qui vivent en Arctique. Évidemment, ce qu'on remarque aussi sur ces images, eh bien, ce sont les militaires qui sont en tenue de camouflage glace en plus et qui nous renvoient là encore à l'exotisme de la région arctique.
On peut souligner aussi l'importance de l'équipement avec des drones, des hélicoptères, des sous-marins qui nous renvoient là à un imaginaire plus lié à la guerre froide, à la question nucléaire. Au total, on a donc une combinaison d'imaginaire relatif à l'espace arctique, d'une part, parce que c'est envisagé comme un espace gelé, comme un espace unifié, exotique, et relatif à la sécurité, d'autre part, avec les militaires comme principaux acteurs de la sécurité, avec des opérations en sous-marin, en hélicoptère, avec l'utilisation de drones, etc. Tout ça suggérant la distance, suggérant un environnement hostile. Alors, ce qui m'intéresse et ce qui constitue, moi, le point de départ de mes recherches, c'est de regarder ces imaginaires, ces représentations et de les confronter à la fois au territoire et aux processus de sécurité régionaux. Tout ça pour me demander finalement ce que traduit comme réalité la formule de sécurité arctique. Dans le fond, ma question de recherche, c'est vraiment qu'est-ce que la sécurité arctique, est-ce que traduit cette formule qui est très employée et qu'on retrouve beaucoup dans les médias, mais aussi dans les discours politiques, dans la littérature scientifique. Ce que je me demande, c'est donc ce que ça traduit comme réalité et quel sens est-ce qu'on peut mettre derrière cette formule. En d'autres termes, j'essaye donc de voir comment est-ce que se structure cette sécurité et sa gouvernance dans la région et si on peut déceler des caractéristiques qui seraient spécifiquement arctiques. Alors, en termes de méthodes employées pour répondre à cette question, j'ai trois principales méthodes. D'abord, une grosse partie de mon travail réside dans l'analyse de discours. Au cœur des données que j'utilise, il y a les stratégies arctiques publiées par de nombreux acteurs. Les États arctiques, bien sûr, mais aussi certaines organisations de populations autochtones et de nombreux États non arctiques. Ensuite, ces discours, je les code, c'est-à-dire que je cherche à identifier les thèmes principaux qui se détachent pour pouvoir faire ensuite une comparaison entre les documents et donc entre les acteurs. À cela s'ajoute un certain nombre d'entrevues avec des diplomates et des gens qui ont participé à l'écriture de ces politiques. Ça permet d'une part de compléter la lecture des discours, de les contextualiser un petit peu. Ça permet aussi d'essayer de creuser un peu parce que les politiques arctiques, ce sont aussi des vitrines pour les gouvernements qui s'attardent seulement sur certains aspects qu'ils veulent mettre en avant. Et donc, avec les entretiens, l'objectif, c'est justement d'essayer d'aller un petit peu au-delà. Enfin, l'observation a constitué une part importante de mon travail via la participation à de grandes réunions annuelles portant sur l'Arctique pour voir un petit peu comment est-ce que la sécurité s'y fait une place ou justement si elle ne s'y fait pas de place et si elle est évacuée des débats. Puisque je m'intéresse à la sécurité, je suis obligée de faire un petit cadrage conceptuel parce que définir la sécurité, eh bien, c'est pas évident. Et comme c'est un concept central, je suis obligée d'en passer par une petite étape de définition. Définir la sécurité, c'est donc une entreprise qui est complexe. Il existe beaucoup d'approches pour définir le concept qui sont parfois complémentaires, mais parfois aussi contradictoires. Thierry Balzac, par exemple, parle de la sécurité comme d'un concept essentiellement contesté parce que c'est un concept qui est omniprésent et qui est susceptible d'être connoté idéologiquement. Tout ça pour dire que définir la sécurité ne va pas de soi et qu'il est donc nécessaire de préciser rapidement ici comment est-ce que j'envisage la notion dans mon travail. Je m'inspire de trois principales écoles, avec d'abord l'école réaliste. L'école réaliste, c'est donc une école qui a été longtemps dominante pour évoquer la sécurité dans la région arctique. Très rapidement, cette école, elle envisage la sécurité au prisme de l'État qui constitue le principal référent. Les préoccupations traditionnelles, elles dominaient pendant la guerre froide et toutes les autres lui étaient subordonnées. Alors, c'est sûr que ce n'est pas l'école théorique que j'ai choisi de privilégier dans mon travail. Cela étant, elle a une importance historique dans la région et donc je ne peux pas la passer sous silence. La deuxième école dont se nourrissent mes travaux, c'est l'école de Copenhague, qui met en avant notamment le concept de la sécurisation. L'école de Copenhague, elle identifie 5 secteurs de la sécurité: militaire, politique, économique, sociétal et environnemental. Elle ouvre donc la porte à d'autres référents que le seul référent étatique. Elle met aussi en avant donc, le concept très important de sécurisation, donc processus par lequel une problématique est érigée au rang de problème de sécurité. C'est donc un concept que j'utilise dans mes travaux, même si j'ai choisi une approche plus critique qui en approfondit un petit peu les critères. Enfin, la géopolitique critique, qui est vraiment l'approche que je privilégie. Pourquoi? Et à mon avis, elle est intéressante pour au moins 2 points. D'abord parce qu'elle remet au centre de l'analyse le territoire et ceux qui le pratiquent. Ensuite, parce qu'elle permet d'envisager la sécurité comme un processus spatial, où la géographie n'est donc pas considérée comme un élément déterminant, contrairement à la géopolitique matérialiste, par exemple, mais au contraire comme un élément qui permet de mettre en lumière les dynamiques de sécurité actuelles.
Alors, puisque je parle de territoire, évidemment, je suis obligée de faire aussi un cadrage un petit peu géographique parce que l'Arctique, c'est une région qui est notoirement difficile à définir. C'est une région dont les contours sont flous et il existe plein de façons de délimiter la région. On peut se baser sur des critères climatiques en se fondant sur la limite des arbres, par exemple. D'autres définitions existent en se basant sur des critères plus socio-culturels. C'est par exemple la limite choisie par le rapport sur le développement humain d'un groupe de travail du Conseil de l'Arctique. On peut aussi se baser sur des critères biologiques, par exemple la limite proposée par le groupe de travail sur la faune et la flore. Alors tous ces cycles, ce sont des groupes de travail du Conseil de l'Arctique dont les États membres sont ici présentés en beige. Ce qu'on voit en fait sur cette carte, c'est qu'il y a beaucoup de définitions qui correspondent à autant de lectures de l'espace arctique. Or, cette lecture de l'espace, c'est justement ce qui a constitué le point de départ de ma réflexion. Il me semble nécessaire de comprendre comment est-ce que l'espace est perçu pour pouvoir comprendre ensuite comment est-ce que la sécurité est envisagée. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est donc de regarder l'échelle de définition de l'Arctique dans les stratégies que j'ai codées. Sur cette figure, on retrouve donc deux informations. D'abord, l'échelle de définition de l'Arctique. J'ai identifié 4 échelles, l'échelle globale, l'échelle nationale, l'échelle régionale et l'échelle sous-régionale. Pour que ce soit un petit peu plus concret, je vais vous donner des exemples. Donc, par exemple, ici, pour la politique du département de défense américain en 2019, vous voyez que l'échelle identifiée, c'est l'échelle régionale. Pourquoi? Parce que la définition qui donne, c'est celle-ci. La région arctique comprend les 8 nations ayant un territoire souverain dans l'Arctique, y compris plusieurs alliés et partenaires américains. Les États-Unis ne reconnaissent aucune autre revendication du statut de l'Arctique par un État autre que ces 8 nations. On est donc bien sur une définition régionale et donc ici, ça apparaît comme une définition à échelle régionale. Pour l'échelle globale, je peux vous donner un autre exemple avec le livre blanc sur l'Arctique de la Chine, où on voit ici que ça apparaît à l'échelle globale. La Chine définit comme ceci l'Arctique. La situation arctique va désormais au-delà des États arctiques d'origine ou de sa nature régionale. Elle a une incidence vitale sur les intérêts des États extérieurs à la région et les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, ainsi que sur la survie, le développement et l'avenir commun de l'humanité. C'est un problème avec des implications globales et des impacts internationaux. Là, on est vraiment dans une approche globale de l'espace et donc l'échelle n'est pas la même. Donc, la première information qu'il y a sur cette figure, c'est cette échelle de représentation de l'Arctique dans les documents que j'ai codés. Ensuite, la deuxième chose que j'ai regardée, c'est l'importance qu'a cette définition dans le document considéré. Plus le carré est important, plus la définition est importante dans le document, c'est-à-dire plus le code revient. Il y a plusieurs informations à ressortir de cette figure. D'abord, la définition de l'espace n'a pas la même importance selon le type d'acteur considéré. Ici, donc, on a 4 types d'acteurs. En orange, ce sont les participants permanents, c'est-à-dire les groupes de populations autochtones qui participent aux discussions du Conseil de l'Arctique. En rose, vous avez les pays qui sont membres du Conseil de l'Arctique. En bleu, les États observateurs du Conseil de l'Arctique. Et en violet, les autres, c'est-à-dire l'Écosse, en fait, parce que l'Écosse a produit son propre document de politique arctique, mais ce n'est pas un État indépendant. Et donc, à ce titre, elle n'est pas observateur en tant que telle au Conseil de l'Arctique. Ce qu'on remarque, c'est que donc certains acteurs se limitent à une définition vraiment fonctionnelle de l'espace. Par exemple, considérant que l'Arctique est simplement la zone qui se situe au nord du cercle polaire. Mais pour d'autres acteurs, c'est beaucoup plus important. Si on regarde le cas de l'Islande, par exemple, c'est là où le carré est le plus important et ça fait partie des objectifs majeurs de la politique arctique de l'Islande que de se définir comme étant un État arctique. Et donc là, la définition du territoire est vraiment essentielle. La deuxième information à ressortir de cette figure, c'est que s'il semble y avoir un relatif consensus autour de l'échelle régionale, et de fait, elle apparaît dans quasiment chacun des documents, l'échelle globale, elle se démarque clairement pour les acteurs non arctiques. Ça me semble vraiment intéressant à souligner parce que ça souligne justement qu'on a différentes conceptions de l'espace qui se confrontent et ça pose donc la question de la définition de la sécurité, mais aussi du coup celle de la gouvernance de cette sécurité à l'échelle de cette région à géométrie variable. En fait, on a plusieurs échelles qui coexistent et qui définissent cet espace arctique comme un espace à géométrie variable. L'échelle circumpolaire ou l'échelle arctique, donc autour de l'océan, c'est une échelle qui est relativement nouvelle. De fait, l'Arctique, ça a longtemps été un espace de confrontation, envisagé comme une interface entre deux blocs. L'idée d'un territoire arctique qui fasse région, avec donc une certaine cohérence interne, est relativement nouvelle. C'est une échelle qui fait son apparition, qui commence à s'imposer, mais qui est relativement nouvelle et qui fait de l'Arctique un objet géopolitique assez nouveau.
Le pendant de cette échelle circumpolaire, c'est aussi qu'on a aujourd'hui et de plus en plus beaucoup de discours qui évoquent l'Arctique comme une région globale, intégrée à des processus globaux, avec donc interconnexion entre des processus régionaux et circumpolaires et des processus globaux. Et de fait, si on change de regard sur l'Arctique, ce que je propose de faire avec cette carte qui est centrée sur les océans au lieu d'être centrée sur les terres et donc qui présente l'océan comme l'océan global, eh bien, si on change le regard qu'on a sur l'Arctique, on s'aperçoit que c'est donc une région qui est connectée à cet océan global et donc à des processus environnementaux notamment. C'est pour ça qu'on entend souvent ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique. Et bien de fait, quand on regarde cette carte et qu'on réfléchit aux enjeux environnementaux, ça paraît beaucoup plus évident que si on regarde une projection classique. Les acteurs étudiés, et c'est ce que j'aimerais souligner, c'est que les acteurs étudiés, ils ont donc plusieurs lectures du territoire. C'est important de le souligner parce que plusieurs lectures du territoire, ça implique plusieurs lectures des problématiques de sécurité et donc plusieurs façons d'envisager la gouvernance de cette sécurité, et c'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc dans mon travail, j'ai remarqué que la sécurité dans la région est associée à de très nombreux enjeux. Pour les mettre en avant, j'ai codé donc toutes les stratégies arctiques pour voir un peu comment est-ce qu'on parlait de la sécurité et en l'associant à quel type de thème et à quel type de problématique. Donc, sur cette diapositive apparaissent les 5 grands groupes de codes qui ont émergé. Donc, la question de la gouvernance, celle des changements climatiques, le développement économique, les problématiques autochtones et les problématiques, bien sûr, de sécurité traditionnelle. Tout ça formant le spectre de la sécurité arctique. La sécurité se décline désormais donc selon différents enjeux relatifs aux populations autochtones, à l'intérêt désormais global que l'on peut avoir pour la région, relatifs aussi au changement climatique ou encore à la gouvernance. Cette analyse des stratégies traduit donc la coexistence de plusieurs discours relatifs à la sécurité. Il n'y a plus un seul discours dominant auquel tous les autres sont subordonnés, mais bien plusieurs discours qui coexistent et qui font que la sécurité est désormais entendue de façon très large en termes d'enjeux. Généralement d'ailleurs, et c'est important de le souligner, ces enjeux sont considérés comme interdépendants et il y a une très forte association entre les codes. Alors ensuite, après avoir identifié ces enjeux, j'ai cherché à voir l'importance qu'ils avaient dans les stratégies étudiées, justement pour pouvoir faire des comparaisons entre les types d'acteurs. Je vous propose ici de comparer 2 exemples, la situation norvégienne et la situation suédoise. Ici, on a donc la répartition des codes pour la Norvège. Donc, on a les 5 thèmes que j'ai évoqués dans la diapositive précédente. Ensuite, j'ai regardé la répartition entre chaque thème pour les 3 politiques arctiques qui ont été publiées par le gouvernement norvégien. Donc, 2014 en bleu, 2017 en rose, 2020 en orange. Sur cette figure, on voit que l'échelle va de 0 à 60. Ça signifie que dans la politique de 2020, eh bien, la question de la gouvernance revient 60 fois, alors que le développement économique, par exemple, revient seulement une dizaine de fois. Alors, quelques remarques un petit peu sur cette figure. Pour la Norvège, on voit que les changements climatiques gardent relativement la même importance. Il faut souligner, cela étant, bien sûr, que si l'importance du code dans la stratégie reste relativement la même, le ton change en revanche, et donc ça aussi peut traduire une évolution en matière de préoccupation de sécurité. Si on regarde la sécurité traditionnelle, on voit que ça s'affirme clairement comme une priorité plus importante dans la dernière stratégie, qui insiste sur les changements dans le contexte sécuritaire. Les problématiques autochtones sont aussi beaucoup plus présentes dans la dernière stratégie, de même que les questions de gouvernance qui se démarquent clairement comme étant d'importance. Si on regarde maintenant la situation suédoise, donc là, on n'a que 2 politiques, bleu en 2011, orange pour la politique de 2020. Là encore, on voit que gouvernance et sécurité traditionnelle se démarquent. Alors, il faut souligner bien sûr que ces figures présentent des chiffres absolus, ce ne sont pas des chiffres relatifs. C'est important de le souligner parce que la politique de 2020 est beaucoup plus conséquente que la politique de 2011. J'ai quand même choisi de présenter les chiffres absolus parce que c'est déjà une information qu'en 2020, la Suède ait choisi de faire un document qui soit beaucoup plus conséquent qu'en 2011 parce que ça souligne aussi une prise de conscience de l'importance des enjeux arctiques. Cela étant, si on compare les 2 politiques, c'est normal que pour chaque thème, bien sûr, ça apparaisse plus important puisque la politique est plus importante. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est le profil de la forme. Et en comparant le profil de la forme, on constate quand même qu'il y a un très fort focus sur les questions de sécurité traditionnelle et de gouvernance. Et d'ailleurs, dans la politique de 2020, il y a un chapitre entier sur les questions de sécurité traditionnelle. Maintenant, si on compare le profil norvégien et le profil suédois, eh bien, on note une tendance similaire pour la politique de 2020, avec une évolution vers une importance accrue des questions politiques relatives à la sécurité traditionnelle et à la gouvernance.
C'est très important de souligner la coexistence des deux parce que ce ne sont pas juste les enjeux de sécurité traditionnels qui gagnent en importance, mais bien aussi les enjeux qui sont reliés à la gouvernance, justement, en lien avec les processus spatiaux qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire le processus d'un intérêt élargi pour la région et d'une région à géométrie variable. Tout ça traduit donc une importance politique accrue de la région, mais qui ne se limite pas aux questions de sécurité traditionnelles. De fait, ces stratégies évoquent notamment l'importance de la coopération internationale, justement comme garant de la sécurité. Donc, si on se limite à une lecture réaliste de la sécurité, alors oui, on pourrait déceler des signaux qui indiquent un retour de la compétition entre les grandes puissances, comme on peut parfois le lire dans les médias. Ça a aussi été, par exemple, un élément de rhétorique vraiment très fort de l'administration Trump. Mais ce qu'on voit, c'est que si on élargit la perspective et qu'on regarde ce que le territoire et ceux qui le pratiquent nous disent, on peut dresser un portrait vraiment plus nuancé. Alors, si on entre un petit peu plus dans le détail des thèmes relevés, ce qu'on voit aussi, au-delà des thèmes abordés, c'est que les enjeux de sécurité qui sont relevés se posent à plusieurs échelles et se gouvernent à plusieurs échelles. On a plusieurs grands forums de discussion pour évoquer l'Arctique qui sont recensés sur cette carte. Donc, le Conseil de l'Arctique, bien sûr, qui est le principal forum, avec les États membres en bleu foncé, les observateurs en bleu ciel. Mais il y a aussi des conférences, des grandes conférences qui attirent plus de 1000 participants par an et qui figurent sur cette carte. Donc, vous avez l'Arctic Circle à Reykjavik et l'Arctic Frontiers à Tromsø en Norvège. Et j'ai fait figurer en rose les pays de provenance des participants à la dernière édition de la conférence de l'Arctic Frontiers. Ce qu'on voit bien, c'est que les discussions arctiques sont désormais des discussions globales et qui attirent un grand nombre d'acteurs. Pour montrer justement à quel point la gouvernance régionale de la sécurité est une gouvernance qui se pense à l'échelle multiscalaire, alors j'ai recensé les institutions qui sont associées à la sécurité dans les stratégies arctiques et je les ai ensuite classées par échelle. On a donc plusieurs échelles qui se démarquent. L'échelle sous-régionale, donc par exemple le Conseil des ministres des pays nordiques, l'échelle régionale, par exemple le Conseil de l'Arctique, l'échelle régionale autre, c'est-à-dire avec une application en Arctique, mais qui est aussi régionale, qui a sa propre intégrité régionale, par exemple l'Union européenne, et enfin l'échelle mondiale, avec par exemple les accords de Paris. Donc toutes ces instances, toutes ces institutions, ces traités sont mentionnés dans les stratégies et sont associés à la sécurité et à la stabilité régionale. Il faut souligner qu'elles ont des mandats très différents relatifs à la sécurité environnementale, à la sécurité traditionnelle, au droit international. Et tout ça souligne bien que la sécurité se pense donc dans l'interdépendance entre les thèmes identifiés et pas en silo. Cette figure, elle souligne aussi l'importance de penser les échelles de la sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont recensées. Dans certaines, les pays arctiques sont prééminents, les institutions régionales notamment, mais dans d'autres, les pays arctiques doivent composer avec d'autres États et discuter pourtant de problématiques ayant une application régionale. Ce qui transparaît, c'est donc que la sécurité arctique implique un grand nombre d'institutions à toutes les échelles et qu'elle implique de multiples référents et de multiples acteurs. L'envisager par la focale de l'espace, ça permet de mettre en lumière différentes perspectives sur l'espace, justement. Différentes lectures de l'espace qui font que différentes définitions d'enjeux de sécurité se confrontent sur un même territoire. Envisager la sécurité en prenant en compte ce territoire, au sens géographique du terme, c'est-à-dire en tant qu'espace vécu, ça permet donc d'avoir une approche transversale de la sécurité qui permet de prendre en compte une large diversité d'enjeux. C'est une dimension qui est d'autant plus importante que dans la très large majorité des entrevues que j'ai menées, la question des changements climatiques revient sur le devant de la scène comme une question incontournable et l'enjeu de sécurité majeur dans la région. Or, la question des changements climatiques, elle est de fait transversale. Elle se pose à toutes les échelles, géographiques mais aussi humaines, et elle a des conséquences sur tous les secteurs, de sécurité humaine, oui, mais aussi par exemple de sécurité traditionnelle parce que c'est des défis opérationnels, parce que c'est un vrai problème pour les infrastructures militaires, etc. Tout ça pour souligner que la question de la sécurité arctique doit être pensée de manière transversale et multiscalaire. Et je terminerai donc avec cette perspective particulièrement intéressante qui est dans la définition de la sécurité arctique de la politique arctique inuit, qui est la seule politique à évoquer une véritable sécurité arctique et qui mentionne justement une approche qui doit être transversale et multiscalaire. C'est intéressant parce que c'est donc une définition qui demande de prendre en compte tous les acteurs et notamment ceux qui vivent et pratiquent le territoire, qui ne sont pas toujours mis en avant dans les politiques étatiques et certainement pas quand il y a une focale sur la seule sécurité traditionnelle. Au total, dans ma recherche, j'essaie donc de croiser le territoire et les processus de sécurité régionaux. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les dynamiques spatiales éclairent ces processus. J'espère que je vous ai donné un bon aperçu de ces processus régionaux et de l'importance de croiser à la fois les échelles et les enjeux.
Avec les discours de type réaliste focalisés sur la sécurité traditionnelle, on passe à côté du territoire et des processus spatiaux. Il me semble important de donc penser les échelles de la sécurité et d'envisager les enjeux de manière transversale. Au total, s'intéresser au territoire pourrait donc être une clé pour penser une sécurité qui soit véritablement arctique. J'en finis avec ça et je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions si jamais il y en avait. Merci Pauline Pic pour votre présentation. Nous nous tournons maintenant vers Madame Julie Arbe pour sa présentation sur la Turquie et les ressources hydriques. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ma recherche porte sur la Turquie et plus précisément sur un projet d'aménagement de ressources hydriques reconnu sous le nom de Güneydoğu Anadolu Projesi ou le projet GAP. Ce projet, en quelque sorte, va accompagner les constructions nationales de 1930 et de 1980 dans un but de sécurité et de puissance nationale. J'ai commencé peut-être par dresser un petit portrait du projet pour passer aux constructions des années 1930 et des années 1980 et finir par une petite conclusion. Donc, le projet GAP se situe au sud-est de la Turquie et consiste en la construction de 21 barrages et 19 centres hydroélectriques sur les deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Il est conçu comme le plus grand projet d'aménagement de ressources hydriques en Turquie, hein, aussi dans le monde. La première fois que l'idée de ce projet était posée, c'était en 1930 avec Mustafa Kemal Atatürk, qui est le fondateur de la Turquie, sous influence soviétique, sous influence d'un projet similaire soviétique reconnu sous le nom de Dnipro-Gaz. En fait, ce projet a connu pas mal d'évolutions, mais on peut en fait retenir deux périodes charnières. D'abord 1930 avec l'idée de Mustafa Kemal et 1980 avec la diversification du projet solaire de Turgut Özal. En fait, comme on peut voir dans la carte, la région du sud-est comporte plusieurs provinces, notamment Adıyaman et Diyarbakır, et consiste englobe environ 10% de la population et de territoire. Parlant de population, une enquête de 2010 affirme que 50,9% de la population de la région parle le kurde. Et d'ailleurs, cette région est en quelque sorte affectée par un conflit ethnique kurde-turc qui remonte aux années 1920 et actuellement le bassin de la présence et de l'action du PKK, qui est le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a été fondé en 1970 par Abdallah Öcalan et est considéré comme actuellement une milice armée et une organisation terroriste à l'international. Donc, supposé être un simple projet d'aménagement de ressources hydriques et d'électrification, ce projet, en quelque sorte, pose des polémiques à la fois politiques et académiques se situant entre développement et sécurité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le projet GAP dépasse le simple projet d'aménagement de ressources hydriques pour devenir un projet témoignant des changements historiques de la Turquie moderne. Si on regarde un peu la littérature du projet GAP, on peut la diviser sous trois grandes approches. La première approche met la lumière sur le fait que le projet GAP est un projet de sécurité et donc le but stratégique anti-kurde réside à sa naissance. Et en fait, le projet GAP constitue des réévaluations continues. Il n'a jamais abouti et de ce fait, il est conçu comme un instrument de sécurité implémenté par le gouvernement dans la région kurde de la Turquie. La deuxième approche insiste sur le fait que le projet GAP est un simple projet de développement, donc c'est un projet neutre et apolitique. Et cela parce que, d'après Karl Enestor, en dressant son étude de 1996, il va mettre la lumière sur comment ce projet aide à l'intégration socio-économique des Kurdes dans le système turc. Et finalement, une approche qui est assez récente d'Arda Bilgin en 2018 évoque cette transformation du GAP d'un projet de développement en un projet de sécurité en accompagnant la transformation de la question kurde en Turquie. Et donc, la sécurité est plutôt comme un construit, non pas une origine même et une base même du projet GAP. Ce qu'on peut reprocher en quelque sorte à la littérature, c'est son manque d'intérêt quant à l'origine de l'idée GAP, ses évolutions et ses effets internes en termes de construction nationale et politique. Et de même, on peut voir que le lien entre GAP, souveraineté, sécurité et puissance semble assez révélateur, mais aussi le problème réside dans son traitement exclusif dans le cadre kurde. Lorsque je parle de construction nationale, j'évoque cette petite théorie systémique ou le Total System Approach de Rokhan de 1971, qui se base sur 4 piliers essentiels qui sont la culture, la force, l'économie et le droit. Et ces 4 piliers forment les présupposés
essentiel pour le développement et la maintenance du système étatique. Et en même temps, lorsque je parle de puissance, je me base surtout sur cette tradition réaliste qui s'intéresse à la maximisation des intérêts nationaux dans des buts de sécurité nationale et de puissance relative, et cette capacité de faire à l'État ou qui peut être liée à la souveraineté nationale. Donc, j'ai commencé par le projet GAP des années 1930. J'ai mentionné déjà Mustafa Kemal Atatürk, qui est reconnu comme le père des Turcs. En fait, Mustafa Kemal avait un parcours militaire brillant, mais sa gloire va débuter avec le traité de Mondros, qui va en quelque sorte découper l'ex-empire ottoman en des zones d'influence grecque, italienne, française et anglaise. Et donc, Mustafa Kemal va s'opposer à cette division. Il va créer un mouvement de résistance qui va se transformer en une guerre de libération et d'indépendance entre 1921 et 1923. La Turquie va sortir victorieuse de cette guerre-là, et donc elle va être proclamée comme république et reconnue internationalement. Et de ce fait, Mustafa Kemal est le fondateur de la Turquie. Il reste jusqu'à maintenant un personnage intéressant, même s'il y a d'autres figures qui prennent en quelque sorte sa place actuellement. Mais cette citation d'Anaoui est très vraie. Je pense que ceux et celles parmi vous qui ont visité la Turquie, qui se sont baladés dans les bazars turcs, je pense que vous êtes tombés sur ces photos sous forme de souvenirs ou même dans les magasins. Pour revenir un peu à notre sujet, il faut savoir que c'est vrai, la Turquie est sortie victorieuse en 1923, mais finalement, il y avait pas mal d'enjeux sécuritaires que la Turquie va faire face, et donc qui vont mettre à l'examen la cohésion sociale et cette nouvelle création. La première, c'est l'acquisition de souveraineté territoriale. Même avec la signature du traité de Lausanne, la Turquie avait pas mal de réclamations, notamment elle avait des réclamations dans la province de Mossoul, qui est une province actuellement en Irak. Elle avait des réclamations pour le Sanjak, Hatay d'Alexandrette, et avait des réclamations de souveraineté totale sur les détroits des Dardanelles et du Bosphore. De même, il y avait un problème économique. Mustafa Kemal et son gouvernement vont hériter d'une économie dégradée par les années de guerre, mais surtout dégradée par les dernières années de l'Empire ottoman, qui sont démontrées par des investissements étrangers. Et donc, Mustafa Kemal, dans sa vision des choses, a fait le lien entre dépendance économique, dépendance politique et donc perte de souveraineté. Dans un cadre plus global, la Turquie est née dans un cadre de déséquilibre et instabilité internationale avec les régimes de Mussolini et d'Hitler. En même temps, la Turquie va partager ses frontières avec deux pays nouvellement nés et qui résident sous mandat français et anglais. Et il y avait toujours cette inquiétude face à l'ambition, aux ambitions de ces deux pays par rapport à la Turquie. Et finalement, comme j'ai déjà dit, il y avait l'émergence de la question kurde au sud-est, et donc qui va mettre à l'examen la cohésion nationale. Donc, vu ces enjeux sécuritaires, Mustafa Kemal va entamer une construction nationale régie non par un but, mais plutôt un besoin de sécurité et de puissance nationale. Si on revient à la théorie de Rokhan, on commence avec le pilier économique qui d'ailleurs a pris en quelque sorte une priorité pour Mustafa Kemal. On peut marquer que ce pilier a connu deux grandes réformes avec l'industrialisation, donc l'intégration de la technologie et de la nouvelle science dans la production, mais en même temps la diversification de cette production. Donc le secteur agricole n'est plus le seul secteur de production pour la Turquie, et cela dans un but d'autosuffisance. En même temps, il y a cette notion qui va être intégrée de planification économique sous influence soviétique. D'ailleurs, à ce moment-là, les relations entre l'URSS et la Turquie étaient à leur pic, et durant ma recherche archivistique, je suis tombée sur divers genre archives en russe qui démontrent en quelque sorte cette très bonne relation entre les deux pays. Donc, ces deux réformes kémalistes vont mettre en avant une première caractéristique de la nouvelle République qui est l'étatisme, où l'État va s'ingérer dans l'économie pour le bien-être de la population. Je pense que vous vous demandez, il est où le projet GAP? En fait, les premières années de la République, il y avait toujours une dépendance de l'extérieur pour l'alimentation en électricité, et cela
avec des entreprises hongroises et des entreprises étrangères. Et donc, Mustafa Kemal va initier cet investissement dans le domaine de l'électricité parce que ça va répondre à cette doctrine économique d'industrialisation et d'étatisme, mais surtout à cette idée de nationalisme, d'autosuffisance, d'indépendance et de modernisation. D'ailleurs, on peut voir bien le lien entre le GAP et le pilier de la force parce que le GAP va en quelque sorte, avec sa création, démontrer de cette souveraineté nationale turque. Et d'ailleurs, Mustafa Kemal, dans son discours du congrès d'Izmir, qui est le congrès qui va marquer la naissance économique d'une nouvelle économie turque, va dire que la souveraineté nationale doit être renforcée par la souveraineté économique. L'étatisme ne va pas se limiter à des réformes économiques, mais va aussi rentrer dans le cadre des piliers de la culture et du droit, et donc va en quelque sorte mettre les bases du turquisme ou de la nationalité turque. Ce turquisme marque un nouveau nationalisme qui est un nationalisme laïque, régi par un code civil laïque. Il marque aussi par une langue, il est marqué par une langue commune qui est la langue turque, qui va connaître une purification et une romanisation avec l'ère de Mustafa Kemal. Mais il est aussi marqué par le populisme qui, en quelque sorte, représente la souveraineté qui appartient à la nation sans aucune réserve, mais aussi le républicanisme qui va permettre, en quelque sorte, d'exploiter les ressources naturelles et d'exploiter les ressources naturelles, mais aussi, en quelque sorte, laisser une souveraineté nationale sur les frontières. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette nouvelle identité turque est liée fortement à cette notion de modernisation. Et par modernisation, pour Mustafa Kemal, la modernisation, c'est-à-dire l'occidentalisation de l'identité turque, parce que c'est là où réside le progrès technique et scientifique d'après lui. Et donc, le GAP va témoigner de la naissance de cette nouvelle identité turque moderne qui va rompre en quelque sorte avec l'identité musulmane ottomane traditionnelle. Cela nous rappelle en quelque sorte le cas espagnol avec la phase post-El Desastre où il y aura aussi des aménagements de ressources hydriques sous ce cadre d'identité moderne espagnole. Mais même ce gap témoigne encore une fois du respect de la souveraineté populaire, ou plus précisément du respect du populisme. Et d'ailleurs, Prince en 1920 va marquer que the water is the sovereign wealth of the state and its people. Donc, on voit bien ce lien entre l'aménagement des ressources hydriques, la construction nationale et le but de puissance, même le besoin de souveraineté nationale et de sécurité nationale pour la Turquie. Pour les années 1980, le projet GAP va connaître des plus grandes modifications et comme j'ai déjà dit dans l'introduction, il va connaître une diversification. Cette réforme va toucher au secteur traditionnel du GAP avec les nouvelles technologies et avec l'intégration des nouvelles technologies et schémas alternatifs pour l'irrigation et la production hydroélectrique, mais aussi une plus grande diversification de la production agricole avec des investissements étatiques pour contribuer à la production du surplus pour l'exportation, mais en même temps pour limiter la migration. Mais c'est surtout ce secteur industriel qui va connaître de grandes réformes. D'ailleurs, l'étude du Master Plan du GAP de 1990, qui est la base de ces réformes, va entamer une étude qui est basée sur les sous-secteurs industriels de la région afin de maximiser les profits. Et donc, d'après les exemples, il y a les industries liées au blé, au coton, au huile combustible qui sont des secteurs très rentables. Mais en deuxième temps, cette étude-là va spécialiser les provinces en se basant sur ces sous-secteurs. D'ailleurs, par exemple, en 1980, la province d'Adiyaman, qui se situe juste par ici, était riche en industries liées au tourisme, alors que cette province de Diyarbakir était plutôt riche en tout ce qui concerne les industries des combustibles, de construction et d'élevage. Et donc, on voit bien dans ce secteur cette spécialisation régionale et cette politique économique davantage comparative. D'autres secteurs vont connaître aussi des réformes, notamment avec les investissements dans le secteur du transport pour un meilleur
pour aider en quelque sorte à l'exportation du marché du Sud-Est vers la Turquie, mais en même temps des investissements dans le secteur de l'éducation. Il faut savoir, et d'après le Master Plan des années 1990, juste 21,5% de la population de la région du Sud-Est avait des études en études supérieures et donc de premier cycle. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est investir dans le secteur de l'éducation, mais investir dans des programmes qui répondent en quelque sorte au secteur industriel de spécialisation. En fait, beaucoup d'auteurs ont relié ces réformes-là à une intégration des Kurdes, mais je trouve que cela rentre plutôt dans un cadre national de réforme sous l'ère de Turgut Özal. Et d'ailleurs, l'executive summary du projet GAP de 1990 va démontrer que ces réformes répondent en quelque sorte au développement d'une croissance soutenue, à la promotion de l'exportation, mais surtout à la création d'une stabilité sociale. Donc, j'ai parlé de Turgut Özal. Il faut savoir que c'était le Premier ministre en 1983. Il est devenu le 8e président de la République en 1989 jusqu'à sa mort en 1993. Il était connu pour être l'ingénieur ou la personne qui a instauré le néolibéralisme en Turquie. D'ailleurs, on peut voir dans cette photo, mais aussi dans cette citation de Margaret Thatcher, les bonnes relations qu'entretenait ce président avec l'Occident. Il avait aussi de très bonnes relations avec Reagan. Et donc, lorsque Turgut Özal va arriver dans les années 1980 en Turquie, il va arriver avec une économie sous effet du choc pétrolier, mais aussi une économie avec des secteurs économiques nationaux précaires datant des années kémalistes. Et de ce fait-là, Turgut Özal va entamer des réformes qui vont inclure plusieurs politiques, comme celle de l'ouverture des marchés, qui va s'accompagner de la fin du contrôle des prix, de la fin des limitations des importations, mais aussi une diminution des taux d'intérêt pour encourager les investissements. Et donc, on voit bien dans ces réformes de Turgut Özal le package du consensus de Washington qui met en avant l'ouverture des marchés de la Turquie, mais aussi sa spécialisation. D'ailleurs, on a pu voir ça avec le projet GAP à travers la spécialisation de la région kurde en des industries qui sont les plus profitables et avec l'ouverture de la région du Sud-Est pour le restant de la Turquie, mais aussi pour des buts d'exportation à l'extérieur de la Turquie. En même temps, le projet GAP va mettre en avant une deuxième notion très importante qui va compléter ce néolibéralisme et qui réside dans le développement durable ou la croissance économique soutenue. En fait, à ce moment-là, il y aura une assistance du Programme des Nations Unies pour le développement pour le projet GAP. Et donc, cette assistance-là va découler en des recommandations pour limiter les inégalités socio-économiques, investir plus dans le secteur de l'éducation, mais en même temps créer ce but de croissance économique soutenue dans la région. De même, Turgut Özal va entamer des réformes assez importantes au niveau du pilier de la culture et du droit. D'ailleurs, la Turquie, à ce moment-là, voulait faire partie, elle a posé son application pour faire partie de l'Union européenne. Et de ce fait-là, il y aura un grand intérêt pour les droits humains et la Turquie va signer 2 chartes européennes importantes, la Charte sociale européenne et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe en 1990. De même, Turgut Özal va entamer des réformes qui vont assouplir des lois nationales envers des communautés, notamment la communauté kurde qui va avoir le droit de pratiquer sa langue, de pratiquer la fête et donc de pratiquer leur fête communautaire. Donc, cela va qualifier le projet GAP d'un projet plus humain d'après Bilgen, mais il ne faut pas se limiter à la communauté kurde pour comprendre ces réformes-là. Il faut comprendre à ce moment-là, il y avait un intérêt pour la Turquie d'exporter son modèle à l'étranger. Et donc, Turgut Özal va utiliser 2 grands piliers. Le pilier de panturganisme, qu'on peut peut-être traiter plus dans la phase des questions, qui parle de la race turque, qui ne se limite pas aux Turcs de l'Anatolie, mais plutôt va s'intéresser aux Turcs de l'Asie centrale, mais aussi les Turcs de l'Azerbaïdjan et leur lien commun est la langue. Il va aussi utiliser l'islam turc, qui est un islam différent, qui est un islam séculaire, moderne, occidentalisé. Et c'est sur cette base-là qu'il va tenter d'exporter le modèle turc à l'étranger. Et le projet GAP
avec sa diversification économique, avec son intégration dans la région kurde, mais aussi son intégration nationale, va permettre d'exporter en fait le nouveau modèle turc à l'international, et cela dans une phase de puissance et des ambitions de puissance régionale de Turgut Özal qui vont être repris par le pouvoir de l'AKP, qui est le parti actuel du président turc Erdogan. Donc, je vais finir rapidement. On a pu voir ce lien entre l'aménagement de ressources hydriques, les constructions nationales de 1930 et 1980 et leur but de puissance qui va évoluer d'un but de puissance nationale et donc de souveraineté nationale vers un but de puissance régionale qui va être repris dans les années 2000. Mais Héraclite nous dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et je trouve que cela peut être appliqué au cadre du projet GAP. Le projet GAP a connu des révisions en 2008 avec Erdogan. Il ne va jamais aboutir à sa capacité totale et donc il ne produit que 50% de la production totale d'énergie hydroélectrique, sachant qu'en 2020, la Turquie était dans les top 10 pays qui produisent une énergie hydroélectrique et le projet GAP constitue en quelque sorte un échec continu. En même temps, je trouve que les projets de construction nationale anciennes et actuelles représentent des agendas et ambitions démesurées qui ne témoignent pas de l'intérêt de la population, mais d'un idéalisme de puissance et d'un imaginaire national loin d'être réel. Merci beaucoup. Voici quelques photos de mon terrain en Turquie. Je serai très contente de prendre vos questions bientôt. Merci beaucoup. Merci Julie Arbe pour cette présentation. Enfin, nous avons la quatrième présentatrice, Sophie Marino de l'Université catholique de Louvain. Vous avez 20 minutes. Bonjour, je m'appelle Sophie Marino, je suis étudiante à l'Université catholique de Louvain en Belgique et aujourd'hui, je vous parlerai d'outils fortement utilisés en ligne par la Russie, donc les bots et les trolls. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un bot et qu'est-ce qu'un troll? Quelle est la différence? Donc un bot est un programme informatique pouvant exécuter des actions automatiquement. Il existe plusieurs types de bots, comme par exemple, si je joue aux échecs en ligne contre un ordinateur, je joue contre une sorte de bot. Donc, sur les médias sociaux, les bots sont généralement des faux comptes créés en masse avec des photos génériques trouvées sur Internet et des fausses informations de profil. Le troll est aussi un type de faux compte, mais celui-ci est géré manuellement. Donc, par exemple, je pourrais me créer un compte, m'appeler Alexandre Tremblay et commenter des publications Facebook avec des propos incendiaires. Je peux aussi rejoindre des groupes et essayer d'influencer les membres à l'aide de publications, de commentaires, de vidéos et d'images. Donc, lorsqu'on parle de bot, on parle souvent d'une série de plusieurs comptes qui exécutent la même action ou les mêmes actions à répétition dans le but d'influencer ou de susciter les débats. Le troll a le même objectif, mais ses comptes sont généralement gérés individuellement. Donc, actuellement, plus de 81 pays utilisent des bots comme outil d'influence en ligne, mais la présentation d'aujourd'hui va se concentrer sur la désinformation russe et la plupart des exemples incluront les États-Unis puisqu'ils sont une cible privilégiée de la Russie. Alors, la tâche principale d'un bot est de partager massivement l'information. Donc, pour être efficace, la fausse information doit se propager rapidement avant la mise en ligne d'informations véridiques et vérifiables. La vérité n'est pas un facteur déterminant, même si la majorité des tweets ou des publications Facebook contiennent toujours une part de vérité. Donc, les sources multiples sont aussi plus convaincantes qu'une source unique et la fréquence à laquelle on reçoit cette information est primordiale. Par conséquent, le nombre importe. Donc, pour être efficace, la désinformation russe doit donc venir de plusieurs sources différentes, publiant la même information plusieurs fois par jour. Donc, sur les médias sociaux, les comptes gérés par la Russie doivent être proactifs. Ils doivent relayer la même information provenant de plusieurs autres comptes, personnels ou de nouvelles, et accompagner leurs informations de vidéos YouTube et d'images comme preuve. Donc, si une publication est partagée, retweetée, aimée ou commentée par un nombre conséquent d'autres comptes, elle semble plus fiable et plus véridique qu'une publication où il y a peu d'interactions. Il devient donc primordial pour tous les faux comptes d'être liés entre eux et de supporter chacune des publications des autres. Les bots permettent ce transfert et ce partage d'informations plus rapidement que si le travail était accompli manuellement. Parallèlement, la désinformation ne s'engage pas à défendre un seul récit. En pratique, plusieurs fausses informations sont partagées en même temps par plusieurs comptes différents.
Si une information n'est pas partagée, si les individus n'adhèrent pas à une fausse nouvelle, celle-ci est discartée et les bots cessent de la faire circuler. Or, si les individus partagent et adhèrent fortement à une fausse nouvelle, les bots s'assureront de la relayer le plus souvent possible dans un court laps de temps afin de multiplier sa portée. Les bots ne s'arrêtent cependant pas aux médias sociaux. Donc, pour appuyer leur rhétorique, une ribambelle de sources externes doit exister. C'est pour cette raison que plusieurs bots relaient des informations de sites Internet pouvant paraître tout à fait légitimes, rédigés en anglais, alors que rien n'empêche un média russe comme par exemple Russia Today ou Sputnik d'en être les commanditaires principaux. Donc, les vidéos YouTube peuvent également servir de vecteurs de propagation, de même que les images humoristiques communément appelées les mimes. Les objectifs multiples se classent généralement en 3 catégories. Donc, promouvoir ou dénigrer une cause, encourager la méfiance à l'égard des institutions ou de l'État et créer de la confusion. Donc, je vous montre quelques exemples de tweets complètement faux partagés par des bots. Donc, certains tweets peuvent sembler parfaitement anodins, mais leur objectif demeure de semer la discorde. Donc, prenons par exemple le tweet de Polite Melanie. Donc, ce compte Twitter était un bot russe et il comptait plus de 20 000 abonnés avant qu'il soit désactivé. La majorité des gens qui suivaient Mélanie provenaient d'un milieu urbain et éduqué. Donc, ces tweets sont rarement politiques, mais ils inspirent un certain dégoût de l'autre. Donc, ici, ce que Polite Melanie communique à son audience inspire du mépris à l'égard des chrétiens conservateurs. Le tweet en haut à gauche concernant Bernie Sanders provient également d'un bot russe. Donc, cette stratégie a été largement utilisée avant l'élection présidentielle de 2016 et elle consiste à décourager les partisans d'Hillary Clinton à aller voter. Donc, le jour du vote, la page Blacktivist encourageait les Afro-Américains à voter Jill Stein et la page United Muslims of America encourageait ses abonnés à boycotter Hillary puisqu'elle avait soutenu la guerre en Irak. Donc, en bref, certains comptes contrôlés par les bots peuvent sembler parfaitement légitimes et parfaitement normaux, ce qui rend leur détection très difficile. Ce constat peut sembler alarmant, mais les plateformes mettent en place de plus en plus de moyens afin de les repérer le plus rapidement possible. Évidemment, des acteurs comme la Russie ont toujours la possibilité de recréer des armées de bots, mais chaque nouveau compte doit se reconstruire une audience, ce qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, les mécanismes de surveillance des plateformes peuvent, sans complètement éradiquer les faux comptes et la désinformation, la ralentir considérablement. Donc, les questions ethniques sont souvent au cœur des messages des bots. Selon Facebook, entre 2015 et 2017, l'Internet Research Agency, une entreprise russe, a acheté plus de 3500 annonces et publicités. Donc, près de 2000 concernaient exclusivement les questions ethniques. Donc, la Russie a également créé des pages et des groupes Facebook qui ont attiré des centaines de milliers de personnes. Donc, les informations partagées sur ces groupes avaient pour objectif de diviser la population sur les questions ethniques. Donc, plusieurs études concluent que l'on est plus enclin à croire une information venant d'un proche que d'une source externe. Et à cet effet, les informations circulant dans un cercle d'amis hors ligne ou dans un groupe privé en ligne sont souvent prises plus sérieusement que si l'information est relayée par un média. Donc, concrètement, pour une désinformation efficace, les bots et les trolls s'insèrent dans ces communautés restreintes, dans des groupes privés en ligne, en se faisant passer pour une personne qu'ils ne sont pas, pour créer l'illusion d'une relation de confiance et partager l'information parmi les membres. Donc, les individus de ces groupes font preuve de moins d'esprit critique lorsque l'information vient de l'un d'entre eux et ont tendance à moins diversifier leurs sources d'information. Donc, les informations partagées à ces audiences sont également choisies minutieusement, puisqu'une information s'inscrivant dans le récit ou dans la ligne de pensée d'un groupe est beaucoup mieux reçue qu'une information contraire à leurs croyances. Ici, on voit la page Blacktivist, une page administrée par la Russie qui comptait plus de 380 000 abonnés, et la page Back the Badge, aussi administrée par la Russie, qui comptait plus de 100 000 abonnés. Donc, sur ces pages, en plus de partager des informations vraies ou fausses afin de polariser les débats, les Russes organisaient aussi des manifestations dans différentes villes et États américains, des manifestations qui étaient parfois violentes. Donc, en plus de leur présence virtuelle, les bots sont responsables de plusieurs événements dans le monde réel. Donc, en 2016, les bots russes ont organisé plus d'une dizaine de manifestations, dont l'une à Houston qui s'est terminée par de la violence. Donc, la Russie a créé 2 groupes qu'on voit ici, avec des valeurs fondamentalement opposées, l'un regroupant des musulmans, l'autre faisant la promotion de ce qu'il disait des valeurs texanes traditionnelles. Donc, dans chacun des groupes, une manifestation a été organisée pour le 21 mai 2016 au même endroit.
Donc, les deux groupes se sont donc retrouvés confrontés l'un à l'autre et la manifestation a dégénéré. La même chose est arrivée en 2017 à Charlottesville aux États-Unis. Donc, cette fois-ci, la manifestation opposait le groupe Unite the Right, un groupe de suprémacistes blancs et des groupes antifascistes et des militants afro-américains. Initialement, la manifestation du groupe Unite the Right avait comme objectif de dénoncer le déboulonnement de la statue de Robert E. Lee et des chefs militaires sudistes de façon générale. Donc, selon le FBI, de nombreux bots et trolls russes se sont mêlés au débat concernant les statuts sudistes et ont encouragé de nombreux groupes à assister et à se préparer adéquatement pour la manifestation à Charlottesville. Donc, à la suite de cette manifestation, Facebook et Twitter ont désactivé de nombreux comptes reliés à Unite the Right qui ont trouvé un nouveau refuge sur des serveurs et des sites Internet appartenant à la Russie. Donc, une nouvelle page a fait son apparition sur le site russe vContact pour accueillir tous ces gens bannis de Facebook et pour leurs propos racistes et incendiaires. Donc, voici des extraits de la page Facebook Alt-Right Expat. Évidemment, sur ce type de page, c'est impossible de savoir ce qui provient d'un individu ou d'un bot, mais c'est malheureusement le type de média auquel les gens se réfèrent de plus en plus lorsqu'ils délaissent les plateformes médiatiques traditionnelles. Donc, certaines périodes sont aussi plus prolifiques pour les bots et l'une de ces périodes particulièrement productive pour la désinformation s'est enclenchée plusieurs mois avant l'élection présidentielle de 2016. Donc, un total de 50 258 comptes Twitter ont été reliés à des bots russes pendant la période électorale. Et les bots sont responsables de plus de 3,8 millions de tweets, soit environ 19% du total des tweets concernant cette élection présidentielle. Peu de temps avant les élections de mi-mandat en 2018, 4000 comptes Twitter supplémentaires ont été reliés à des bots russes et ont été suspendus. Donc, avant ces élections, plusieurs milliers d'annonces et de publicités ont été achetées par l'Internet Research Agency afin d'enflammer plusieurs débats, incluant ceux entourant la brutalité policière, l'immigration, les droits des communautés LGBTQ+, et le second amendement concernant les arts. En 2020, en plus de supporter l'élection de Donald Trump et de dénigrer le candidat Joe Biden et le Parti démocrate, l'objectif était de miner la confiance des Américains en leur propre système et de créer du mécontentement et des soulèvements de population. Donc, pourquoi un tel biais en faveur du candidat républicain? L'une des hypothèses pour expliquer le mépris de Vladimir Poutine envers Hillary Clinton remonte à décembre 2011, lorsque des émeutes ont eu lieu à Moscou à la suite de l'annonce de la candidature de Poutine à la présidence russe en mars 2012. Donc, on se rappelle, Vladimir Poutine était président en 2000 et 2008. Il devient premier ministre entre 2008 et 2011-2012 et il redevient président en 2012. Donc, le Kremlin accuse Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, d'avoir encouragé les manifestations et de s'être ingérée dans le processus électoral russe. Pour l'élection de 2020, la Russie semble favoriser une fois de plus l'élection de Donald Trump face à Joe Biden et à l'establishment démocrate perçu comme largement anti-russe. Donc, rappelons que Joe Biden, comme vice-président, a joué un rôle dans la politique des sanctions contre la Russie en 2014 à la suite de l'annexion de la Crimée. Parallèlement, les partisans de Trump ont été massivement ciblés par les bots, notamment par l'entremise de leurs groupes privés sur les médias sociaux. Donc, selon les sondages du Pew Research Center, au moins 40% des partisans de Donald Trump préfèrent s'informer sur des plateformes médiatiques alternatives et sur les médias sociaux plutôt que via les grandes plateformes médiatiques traditionnelles. En cherchant systématiquement de nouvelles sources d'informations, ils sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver sur des plateformes commanditées ou alimentées par la Russie. Donc, malheureusement, selon la sociologue de Harvard, Kathleen Carley, les grands médias sont responsables d'environ seulement 10% des fausses informations qui circulent en ligne, alors que les médias partisans ou alternatifs sont beaucoup plus souvent des sources de désinformation. Donc, globalement, plus de 80% des fausses nouvelles sont partagées par des individus ou des comptes individuels pouvant être soit des bots ou soit des trolls. Donc, à l'heure actuelle, en pleine pandémie, l'activité des bots est également extrêmement prolifique. Donc, les bots russes font la promotion de plusieurs théories particulièrement dangereuses, notamment que le virus a été créé en laboratoire en tant qu'arme biologique,
que la pandémie sert à couvrir les effets néfastes des tours 5G ou bien que les tours 5G propagent elles-mêmes le virus, que les États occidentaux n'ont pas été en mesure de gérer efficacement la pandémie et qu'ils sont à blâmer pour tous les morts, et finalement que le virus n'est pas réel et qu'il sert à contrôler la population et les vaccins servent à enrichir Big Pharma. Donc, les premières théories poussées par les bots russes apparaissent dès les premiers jours de janvier 2020. Donc, depuis, les publications des bots ont largement surpassé celles des humains. Selon les données collectées dans les 6 premiers mois de 2020, les bots sont responsables d'environ 70 de l'activité en ligne liée à la COVID-19, soit sur Twitter, soit sur Facebook. Et 45 des comptes relayant des informations sur le virus s'avèrent être des bots. Les audiences les plus réceptives à ces théories sont les anti-vaccins, les adeptes des théories du complot et les technophobes. Donc, selon la première théorie, la COVID a été créée dans un laboratoire avant d'être lâchée dans la nature à titre d'arme biochimique. Donc, selon les audiences, on retrace le même récit, mais le pays d'origine change. Donc, certaines théories prétendent que le virus a été développé dans un laboratoire chinois à Wuhan, d'autres qu'il a été élaboré dans un laboratoire militaire aux États-Unis avant d'être transporté et relâché dans la ville de Wuhan. Donc, la réalité demeure que peu importe le récit, cette théorie est dangereuse puisqu'elle lie directement la pandémie à des agissements criminels des élites politiques. Or, le fait que la société remette en question l'intégrité de ces élites, qu'elles soient politiques ou scientifiques, peut avoir un impact considérable sur la propagation de la maladie. Ce genre de théorie associée à la COVID-19 est particulièrement foisonnant puisque les connaissances de la communauté scientifique sur le virus demeurent encore limitées. Donc, ces théories peuvent donc créer l'illusion de combler le vide laissé par la science et d'expliquer ce que les scientifiques ne peuvent pas ou n'arrivent pas à expliquer à l'heure actuelle. Ces théories sont également particulièrement difficiles à discréditer puisqu'elles sont partagées par un grand nombre de personnes, y compris des politiciens et des célébrités qui ont une audience beaucoup plus large que les scientifiques. En ce qui a trait à la 5G, la théorie associe l'éclosion du virus en Chine et à sa propagation au développement de la 5G, où la Chine agit comme pionnière de cette technologie. Donc, à la suite de la propagation de cette théorie, plusieurs actes de vandalisme ont eu lieu contre des installations de télécommunications, 5G ou non, partout en Europe et à quelques endroits au Québec. Donc, parallèlement, la Russie profite de la pandémie pour promouvoir ses propres succès vis-à-vis des échecs occidentaux. Donc, en mars 2020, quand la Russie envoie de l'équipement médical et du personnel dans le nord de l'Italie, les chargements arrivent avec des étiquettes « From Russia with Love ». Toute l'aide que la Russie apporte à l'étranger est aussi fortement couverte dans les médias russes et sur Twitter avec la création du hashtag #RussiaHelps. Et derrière toutes ces théories, en fait, se cache la volonté de miner la confiance des citoyens envers leur gouvernement ou les médias et les sources d'informations fiables ou officielles. Donc, cette désinformation sert à la fois à déstabiliser les ennemis ou les États jugés hostiles à la Russie et à ses alliés et à préserver les sentiments pro-russes chez ces mêmes alliés. Toujours avec l'objectif de semer la discorde au sein des sociétés civiles, les bots russes encouragent les théories anti-vaccins. Donc, bien qu'il soit difficile de quantifier la part des bots russes dans la résurgence des mouvements anti-vaccins, la promotion qu'ils en font crée un risque sanitaire et mine la confiance qu'a la société civile relativement à son système de santé et à ses élites scientifiques. Donc, il y a à peine 10 ans, ces communautés étaient marginales aux États-Unis, mais l'accélération de la désinformation à la veille des élections présidentielles de 2016 et la politisation du débat concernant les vaccins ont permis à certains groupes de normaliser cette remise en question de leur efficacité jusqu'à en devenir un argument politique. Donc, aux États-Unis, il y a une résurgence importante de maladies infantiles comme la rougeole, les oreillons et la coqueluche, ce qui a pour effet de menacer l'immunité collective. Les cas de rougeole à eux seuls ont augmenté de 30 depuis 2016 et les communautés anti-vaccins sont particulièrement touchées par ces nouvelles éclosions. En ce qui a trait au vaccin de la COVID-19, au moins 25 des Américains refusent catégoriquement de se faire vacciner et 5 supplémentaires ne sont pas du tout convaincus de vouloir recevoir le vaccin à l'heure actuelle, ce qui peut handicaper sérieusement l'immunité collective. Donc, en conclusion, pourquoi la Russie utilise-t-elle la désinformation, les bots et les trolls à profusion? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la Russie vise généralement à déstabiliser les États ou les organisations jugées hostiles vis-à-vis d'elle ou de ses alliés. Elle sert également parfois de ses bots et de ses trolls pour promouvoir une image positive d'elle-même et de ses actions à l'international. Enfin, en discréditant certains États comme les États-Unis, elle peut influencer d'autres États à s'allier avec elle.
plutôt qu'avec Washington. Donc, évidemment, il s'agit là d'hypothèses puisque la Russie nie être impliquée dans quelconque entreprise de désinformation sur le web depuis plusieurs années. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Sophie Marino, pour votre présentation. Merci à tous les quatre. Vraiment, c'était des présentations fort intéressantes, très différentes les unes des autres, mais très bien menées, très bien expliquées. Vraiment, bravo. J'ai trouvé ça passionnant. Je vois déjà des petites mains jaunes qui applaudissent. Alors, vous me voyez applaudir. Nous avons maintenant, en fait, 30-35 minutes pour une période d'échange, en fait, avec le public. Donc, j'invite tous ceux qui nous regardent. Il y a environ 25 étudiants ou 25 membres du public, c'est ce que je devrais dire. Je vous invite donc à formuler vos questions dans le chat et ça me fera plaisir de les relayer. Et en attendant donc que des questions soient rédigées, j'aurai une question pour chacun d'entre vous. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, en commençant par Guillaume. Dans le cadre de votre présentation, vous avez bien expliqué et rappelé que le cadre juridique est défaillant à l'égard donc de l'armement dans l'espace. Et vous avez aussi souligné le fait qu'il y a un dilemme de sécurité qui est assez important en fait. Et donc, la question que j'ai pour vous, c'est comment est-ce qu'on pourrait atténuer, ou en d'autres termes, si demain matin, le gouvernement fédéral du Canada vous embauchait et vous demandait Monsieur Boulian, il y a un problème de dilemme de sécurité, il y a une militarisation accrue de l'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer ce dilemme de la sécurité? Comment peut-on réduire ou stabiliser la militarisation de l'espace? Donc ça, c'est la question que j'ai pour vous. Rapidement, Madame Pic, Pauline Pic, vous avez donc fait une présentation très intéressante à l'aide d'une analyse des livres blancs des membres du Conseil de l'Arctique. La question que j'ai pour vous, si vous deviez conseiller les dirigeants à Ottawa, vous aussi, sur les politiques en Arctique, compte tenu de votre vision géographique de l'enjeu ou de l'objet d'étude, que leur diriez-vous? Sur quoi est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait investir des ressources, du temps, de l'énergie pour faire face aux enjeux de la sécurité en Arctique? Madame Arbe, sur la Turquie, alors j'ai une question un peu différente. Je ne suis pas un expert de la Turquie, je tiens à le dire tout de suite, mais j'aimerais savoir si vous avez observé au cours de votre recherche une covariation entre, d'un côté, les tensions turco-kurdes et l'aménagement des ressources hydriques dans la partie kurde de la Turquie. En d'autres termes, étant donné que depuis 20 ans, les relations entre les Kurdes et les Turcs oscillent considérablement, il y a eu des périodes de calmie, de rapprochement. Plus récemment, ça a été beaucoup plus tendu. Est-ce que ça a un impact sur ces projets hydriques? Et si oui, de quel genre de corrélation est-ce qu'on parle? Est-ce que vous avez été en mesure d'identifier une telle variation, une covariation? Et puis finalement, Madame Marino, vous nous avez bien parlé des bots tout au long de votre présentation avec les effets désastreux qu'ils ont sur la stabilité interne des États, et plus particulièrement aux États-Unis. Peut-on et doit-on aller plus loin que de simplement désactiver les bots lorsqu'on les identifie? Disposons-nous actuellement des moyens technologiques nécessaires pour rendre impossible leur création? Et est-ce que vous pensez que la sensibilisation et l'éducation à l'information suffisent pour faire face aux bots à l'heure actuelle? Alors voilà les 4 questions. Je vous laisse répondre tour à tour et puis par la suite, je vais relayer les questions du public. Oui, bien, je peux commencer. La solution qui serait, à mon avis, idéale pour limiter vraiment la militarisation à l'armement, ce serait un traité. Par contre, il faut regarder les choses en face. Actuellement, ça ne risque pas d'arriver. Il n'y a pas eu de traité depuis 1979. L'organe de traité sur l'espace aux Nations Unies, le COPUOS, est dysfonctionnel. Il y a très peu de chances que ça fonctionne. Donc, pour moi, la meilleure solution qui se présente actuellement, c'est d'y aller avec des rules of the road, comme on dit, là, y aller avec des traités non obligatoires, des initiatives comme le manuel Millamos de McGill.
Puis ce qui est vraiment intéressant aussi avec ça, c'est que l'espace n'appartient plus essentiellement aux États aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'entreprises privées, des agences civiles également qui vont dans l'espace. Et ça, c'est une chose à considérer que le COPIUS ne prend pas en compte. Donc, des Rules of the Road, des manuels comme Milamos, ça permet de prendre les différents acteurs qui sont impliqués dans l'espace, puis d'avoir une discussion qui va être sans doute plus efficace que si on regardait ça juste à l'échelle étatique. Merci. Pauline Pic? Oui, merci pour cette question. Ça va pas du tout être étonnant comme réponse, mais moi je dirais que pour améliorer la prise en compte des enjeux de sécurité et quel conseil je donnerais au Canada, c'est de vraiment miser sur le territoire et donc sur ceux qui le pratiquent. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la dernière politique arctique du Canada, c'est la seule et la première à avoir été co-écrite justement avec les populations autochtones et les groupes de populations autochtones qui vivent donc dans l'Arctique canadien. Et ça a été une initiative qui a été soulignée notamment par le Conseil circumpolaire inuit. Et la présidente du Conseil circumpolaire inuit a vraiment dit que c'était maintenant la marche à suivre et qu'il fallait suivre cette marche qui a été initiée par le gouvernement du Canada qui a voulu écrire cette politique et co-écrire cette politique avec les populations autochtones. Cela étant, cette dernière politique, elle est aussi critiquable parce que justement, sur un certain nombre d'enjeux, il n'y a pas eu possibilité de s'entendre justement entre les groupes de population autochtones et ce qui avait été fait à Ottawa. Et donc, au total, ça donne une politique qui est un petit peu, qui manque un petit peu de substance parce qu'il y a des choses où il y a des grands principes, mais qui sont très abstraits et on ne sait pas très bien comment est-ce que concrètement ça pourrait être mis en œuvre. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que vraiment, il faut miser sur les populations autochtones et leur vision du territoire et la façon dont elles le pratiquent et dont elles le vivent, parce que c'est très réducteur de considérer qu'elles ne se préoccupent que de préoccupations de sécurité humaine. Au contraire, elles ont une vision de la sécurité qui est très large et qui, justement, englobe différents aspects. Et donc, ça serait vraiment intéressant de le mettre en avant, justement, pour avoir une politique qui soit plus territorialement ancrée et moins déconnectée du territoire. Vous êtes clair et précis dans vos réponses jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Julie Arbe. Merci pour la question. En fait, oui, il y a une grande corrélation entre l'évolution du projet GAP et l'évolution du conflit kurde-turc. Il faut savoir, en 1930, l'idée de mettre en place le projet a été en corrélation avec la montée de l'autodétermination turque et avec trois révoltes qui ont marqué la région kurde et qui ont été réprimées, même avec Turgut Özal, beaucoup sur la littérature qui s'intéresse à comment ce projet va être utilisé pour limiter l'influence du PKK, qui est la milice armée qui contrôle en quelque sorte cette région. Et même plus récemment, en 2008, on peut voir cette corrélation entre l'évolution du conflit kurde-turc ou avec le parti de l'AKP, qui est le parti actuel du président Erdogan. Le projet GAP a connu quelques réformes en 2008 pour, en quelque sorte, ouvrir les pourparlers qui vont reprendre entre les Kurdes et la Turquie ou le gouvernement turc en 2009. Donc, il y a cette corrélation-là et il faut savoir qu'actuellement, le projet GAP n'est plus financé par l'international, par la Banque mondiale et le FMI, vu que ce projet est devenu très problématique face à l'action du gouvernement turc dans la région du Sud-Est. Il y a juste des financements qui s'intéressent au côté plus socio-économique, au côté au programme qui, en quelque sorte, aide à l'indépendance et l'autonomisation des femmes, mais il y a une coupure de financement pour le projet en tant que tel, parce qu'il y a cette vision de corrélation entre questions kurdes et projets d'aménagement ressources hydriques. Merci, Mme Arbe. Sophie Marino. Oui, alors merci beaucoup pour votre question. D'abord, le premier volet, est-ce qu'on peut prévenir la création? C'est extrêmement difficile parce que plus les plateformes mettent de mécanismes en place pour les détecter rapidement et pour éviter leur création, donc évidemment, plus les États, en fait, trouvent de nouveaux moyens, raffinent, en fait, leur technique de création et créent des nouveaux comptes. Donc, une technique qui est largement employée récemment, en fait, c'est de créer des comptes à la fois sur Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, donc de lier des comptes entre eux comme nous, on ferait, en fait. Comme moi, je pourrais avoir mon compte Facebook, mon compte Instagram, mon compte Twitter et les relier entre eux. Donc, on donne aux bots des comportements de plus en plus humains. Même chose pour les trolls, en fait. Donc, c'est extrêmement difficile. L'autre chose, c'est que ça devient un marché. Donc, il y a des pays qui vont engager
en fait, des personnes pour créer des bots ou pour créer des trolls et ça devient des employés d'État, là, en fait, là, autant au niveau national qu'à l'international. Donc, il y en a présentement, il y a eu ils appellent ça des fermes, en fait, des farms, des troll farms, qui ont été démantelées dans l'est de l'Afrique, donc au Niger, au Nigeria et au Libéria, je crois. Donc, ça devient plus les moyens se raffinent pour les trouver, plus les moyens de création se raffinent. Donc, malheureusement, c'est extrêmement difficile. En ce qui a trait à l'éducation, je pense évidemment que c'est la meilleure manière parce que c'est difficile d'enrayer la désinformation, mais plus on éduque les gens, plus on en parle de la désinformation, euh, plus on travaille sur notre jugement, en fait, là, donc plus on va être capable éventuellement de la déceler rapidement. Voilà. Merci, Mme Marino. On se tourne maintenant du côté du public avec une première question, celle de Laurence Deschamps-Laporte. La question est pour Mme Pic. Peut-on avoir des discussions et négociations sur l'Arctique à l'OTAN? Et également, est-ce que le Canada a un ou des alliés en ce qui a trait à l'Arctique? Oui, alors concernant l'OTAN, l'OTAN ne parle pas de questions arctiques. Il refuse pour l'instant d'avoir une politique arctique à proprement parler, donc au même titre que par exemple d'autres groupes comme l'Union européenne ou le WWF qui a eu une stratégie arctique à un moment. Pour l'instant, l'OTAN n'est pas investi officiellement de questions arctiques, notamment parce que le Canada refusait et considérait que l'OTAN devait rester à l'écart de ces questions. Cela étant, c'est un vrai sujet de discorde. Je ne sais pas si je devrais être aussi forte, mais en tout cas, c'est un sujet de dissension entre le Canada et la Norvège, parce que pour la Norvège, au contraire, la présence de l'OTAN en Arctique, ben, c'est un peu la pierre angulaire de sa politique de défense arctique, et c'est vraiment son appartenance à l'OTAN qui fait qui constitue vraiment la pierre angulaire, oui, de sa posture de défense en Arctique. Donc, elle insiste vraiment pour que l'OTAN s'investisse un petit peu plus de questions arctiques. Cela étant, pour l'instant, il n'y a pas de politique officielle. Il y a des discussions on commence à avoir des discussions. Il y a eu des rencontres à Reykjavik. Il devait y en avoir une nouvelle, et puis la pandémie a fait que ça a été reporté. Mais c'est quelque chose qui commence à apparaître, mais pour l'instant, il n'y a pas de prise de position officielle de l'OTAN vis-à-vis de l'Arctique. Concernant le Canada, évidemment, c'est l'allié des États-Unis, et même s'il y a des dissensions, le continentalisme et donc la défense du sous-continent américain continue à être pensé vraiment avec l'alliance États-Unis-Canada. Et par ailleurs, pour l'instant, ce qui domine vraiment en termes de relations internationales en Arctique, c'est vraiment la coopération. Et il y a des discussions en termes de défense avec tous les autres États du pourtour de l'Arctique. Et donc, ce sont vraiment, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de difficultés. Il y a eu des difficultés avec la Russie et notamment avec les sanctions suite à la crise de Crimée notamment, mais ça n'a pas trop affecté les relations arctiques qui restent pour l'instant coopératives. J'offre la possibilité à Laurence Deschamps-Laporte de poser une sous-question si elle en a une. Sinon, nous allons nous tourner vers quelqu'un d'autre. La place au panéliste. Merci pour la bonne réponse. On poursuit avec une question de Simon Paget de Varennes. Elle est adressée à Mme Marino. Alors, je la lis. La conspirosphère semble avoir pris un coup avec l'insurrection du 6 janvier 2021 et le départ de Donald Trump de la présidence et de Twitter. Sous la présidence de Joe Biden, quels sont les sujets qui sont mobilisés par les bots russes pour nuire à Biden et au Parti démocrate? Oui, donc rapidement, et ensuite j'élaborerai donc les questions ethniques, les armes et le deuxième amendement, la religion, le socialisme, le communisme, les forces de l'ordre. Donc, sur plusieurs de ces questions, la religion, les armes, le socialisme, le communisme, donc on fait appel à la peur souvent. Donc, on fait circuler des informations comme quoi le gouvernement voudrait retirer les armes, voudrait empêcher les croyants de pratiquer leur religion. C'est souvent des croyants chrétiens ici qu'on parle. Même chose avec, on fait appel à la peur, en fait, là, de créer un système socialisme ou communiste.
finalement, on leur dit qu'on va leur enlever leurs armes. Donc, je dirais qu'il y a un grand aspect qui est de jouer sur la peur des gens de se faire enlever leurs droits. Donc, des droits qui sont soit acquis ou soit qu'on considère acquis. Donc, oui, il y a un grand aspect de peur. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Je pense que oui. Si jamais la personne qui a posé la question a une sous-question, alors je l'invite à écrire dans le chat. Voilà, sa sous-question. Mais sinon, je propose de poursuivre avec une question de ma collègue Marie-Joëlle Zahar. La question est pour tous les panélistes et elle se lit comme suit. Étant donné la variété de vos thèmes et de vos approches, qu'est-ce qui, à votre avis, distingue la manière dont les enjeux de sécurité sont ou devraient être traités aujourd'hui par rapport à la manière dont ils étaient traités par le passé? J'espère que vous avez bien compris la question. On peut peut-être y aller. Non, on n'ira pas en ordre. Je vous laisse le soin de prendre le micro et d'y répondre si vous êtes inspiré par cette question. Alors, nous vous écoutons. J'ai peut-être un élément de réponse. Oui, allez-y. J'ai travaillé un peu justement sur la sécurité dans le futur ou comment interpréter la sécurité internationale. Et à la base, je suis historienne et ce qu'on voit, c'est que rapidement, on a la création de nouveaux champs de bataille où on sort un peu des champs de bataille traditionnels, donc la mer, la terre et l'air, pour créer des nouveaux champs de bataille, donc l'espace et le cyberespace. Et il y a encore des flous. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme une attaque? Qu'est-ce qu'on ne considère pas comme une attaque? Donc, ce qui se passe dans l'espace, est-ce que ça peut être considéré comme une attaque? Ce qui se passe dans le cyberespace, est-ce que ce sont des attaques et comment on réagit? Donc, est-ce qu'on réagit par les mêmes moyens? Est-ce qu'on crée de nouveaux moyens? Ou est-ce qu'en fait, on garde nos moyens traditionnels? J'ai pas de question, j'ai pas de réponse, mais c'est peut-être un élément que oui, peut-être l'ouverture de nouveaux champs de bataille par rapport à ce qu'on connaissait avant. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette question? Oui, Pauline? je peux peut-être rajouter, moi je reviens avec ma lubie du territoire, mais pour moi c'est vraiment important et justement je pense qu'il y avait beaucoup d'études qui étaient parfois qui considéraient la sécurité parfois un peu hors sol, un peu déconnectée du territoire, et je pense que justement se préoccuper du territoire, de ceux qui le pratiquent, et donc d'envisager la sécurité dans toutes les dimensions du territoire et pas seulement en silo avec des secteurs qui sont déconnectés, ça permet d'envisager la sécurité autrement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui apparaît un petit peu et qui est certainement un développement intéressant. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, Julie? Moi, je pense que aussi, à part l'intérêt de développer la sécurité touchant à l'eau, par exemple, ou par exemple au Pacifique ou à la cybersécurité, je pense qu'il y a toujours il y a cet intérêt nouveau à développer la sécurité dans un cadre régional, et je pense que la Turquie témoigne de cette nouvelle forme de sécurité. On voit que la Turquie, en quelque sorte, représente une puissance régionale qui, en quelque sorte, représente ce nouveau aspect de sécurité envers l'eau, mais aussi envers les exploitations qui ont eu lieu, par exemple, en Méditerranée orientale cet été-là. Et je pense que cela est nouveau pour donner la place aussi à ces nouveaux pays qui sont présents. Je pense qu'ils jouent un rôle très important dans les conflits internationaux, mais aussi dans la sécurité internationale. Merci. Est-ce que Guillaume Bouliane souhaite ajouter quelque chose? Oui, je peux clore le bal. J'avais deux mots que j'avais écrits. D'abord, multidimensionnalité, que ma collègue a mentionné, ma collègue Pauline. Ensuite, je dirais interdisciplinarité également. Je peux pas dire si c'est une nouvelle tendance. Je veux dire, j'arrive du domaine de la musique et pour moi, je peux pas savoir qu'est-ce qui se passait avant, mais je pense que l'interdisciplinarité est assez importante, entre autres dans le domaine spatial. À une certaine époque, avant les débuts des années 2000, on avait beaucoup de spécialistes en relations internationales qui siégeaient aux organes de l'ONU pour se rendre compte finalement que la sécurité spatiale, ça demande l'avis d'experts, d'astrophysiciens, ça demande des experts de plusieurs milieux, puis je pense que ça, c'est une tendance qu'on devrait suivre dans tous les domaines de la sécurité.
C'est peut-être plus constructif que de s'en remettre uniquement à des théoriciens réalistes des relations internationales pour appréhender un enjeu aussi complexe que celui-là. Très bien. Il y a Laurence Deschamps-Laporte qui, dans le chat, recommande un ouvrage pour avoir une meilleure compréhension du fait, quoique la présentation, bien sûr, de Sophie Marino était excellente, mais si on va aller plus loin dans la réflexion, un livre sur les bots et les trolls, vous avez le lien, vous pouvez donc accéder et vous diriger pour consulter le livre en question. Y a-t-il d'autres questions du public? Je pense qu'il n'y en a pas. Je vous avais dit lors de l'introduction que le panel durait 1h45 à 2h. Nous en sommes à 1h45. Donc, c'est ce qui met un terme à ce panel. Je remercie les 4 panélistes, Guillaume, Pauline, Julie et Sophie. Je remercie également le public et ceux qui ont posé des questions notamment. Et je vous invite à revenir demain, mercredi, à 9h pour la table ronde qui a pour titre « Le nationalisme et la mondialisation économique dans l'après-COVID ». Inscrivez-vous sur le site du forum à fsl.québec. Alors, c'est ce qui met un terme au panel. Merci beaucoup et bonne fin de journée à toutes et tous.